T'as pas saisi, quoi. Non, je n'ai pas voulu le garder parce que, tu sais, je vais te donner un petit exemple. La radio et la télévision, c'était géré par moi, juste à la veille de la révolution de province de Khorasan. Mais après quelques temps, je vois un de mes amis qui était ayatollah, c'était Abia Mullah, il venait tous les jours là-bas dans le bureau, tous les jours. Un jour que je voulais faire quelque chose, il a dit, ça serait mieux de ne pas faire ça. Je dis, pourquoi de ne pas faire ça? Je suis responsable, directeur de radio et télévision, je vais faire ça. J'avais 19 ans. Il a dit, non, s'il te plaît. Après, il a insisté. Après, il sort de sa poche maintenant une lettre signée par Khomeini. Comme quoi, lui, il était représentant de Khomeini dans la radio et la télévision de la province de Khorasan. C'est-à-dire, Khomeini l'a envoyé un ayatollah dans chaque endroit pour représenter Khomeini. Mais lui, il était plus que sympa, gentil, un ami, qu'il est toujours là. Je vais donner son nom, tout le monde le connaît peut-être. Il s'appelle Ali Abtahi. Mohamed Ali Abtahi, il était directeur du cabinet de Khatami également. Après, il était arrêté, il a déjà 4 ans, il était en prison, vite en pardon. En clair, tu veux dire que tant qu'il y a Khomeini, quoi, l'Iran ne va pas se développer, quoi, c'est ça? Khomeini, il est mort, c'est Khomeini, oui, les ayatollahs. Quand il y a le pouvoir islamique, avec l'islam politique, n'importe quoi que tu fais, tac, il aura un fatwa qui va tomber, il va tout arrêter. Il va tout arrêter parce qu'il n'y a pas de démocratie, c'est fatwa. Tu sais que l'Iran, quand même, ça, c'est vraiment enfin, c'est un peu comme l'Arabie Saoudite, quoi. Enfin, je sais même pas comment appeler ça, quoi. Enfin, je te rejoins sur ce côté-là, mais après, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Le tout, c'est de retourner dans sa terre, et quand t'as pas la possibilité, parce que t'as des tarés qui s'approprient tout, quoi. Donc, c'est clair que c'est compliqué tout ça. Exactement. Mais bon, ouais. De toute façon, l'islam, enfin, tu sais que l'islam, enfin, tu connais beaucoup plus, à mon avis, je pense que plus que moi. Mais moi, d'après ce que je sais, l'islam, c'est quand même une idéologie, c'est une triangulation, enfin, tu vois, de politique mélangée, tout, quoi. Ouais. C'est une nation, quoi, carrément. Ouais. Et donc, à partir de là, enfin, après, tu vois les résultats, hein, parce que la réalité, elle est là, hein, on en voit les résultats. Voilà, exactement. Bah, écoute, je te souhaite bien du courage, en tout cas, David. Merci, cher Manu. Merci. Bonne soirée. Bonne continuation à toi dans ton parcours. Merci, mon cher ami. Merci. Bonne soirée. Voilà, c'était Manu sur 95 de FM Radio ici maintenant. 08 92 23 95 20. Vous avez la parole, comme d'habitude, mes chers amis. Vous êtes avec David Abbassi. Au départ de mon émission ce soir, j'avais le plaisir de recevoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà. Ses propos étaient assez intéressants, surtout comme vous avez pu constater, il a parlé sur le taxe. Non. Une redevance, je précise pas une taxe, une redevance sur le produit halal pour financer le culte musulman français. C'est une proposition qui est nouvelle. Et il a dit que tous les ministres de l'Intérieur d'État français avaient des problèmes, qu'ils soient de droite ou de gauche depuis des années, pour organiser les musulmans de France. Et surtout l'islam de France. L'islam de France, c'était le nom de livre de David Abbassi, que j'ai écrit il y a déjà 20-25 ans. À l'époque, Lionel Jospin était Premier ministre. Lionel Jospin, Premier ministre, on a écrit ce livre-là. Et beaucoup d'histoires sur ce livre-là, je vous parlerai après. Ici et maintenant, 24h/24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM. Et sur l'internet, ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois, de 23h. Son site internet, davidabbassi.com. Abbassi, A-2-B-A-S-I. Ici et maintenant, 24h/24, sur internet, ici-et-maintenant.com. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Vous
Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les derniers samedis de chaque mois de 23h. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors tout à l'heure, avant de prendre Manu, je viens de rendre hommage à une femme, comme je vous ai dit que je l'ai rencontrée hier dans le métro, et elle est avec nous sur l'antenne. Bonsoir Frances, comment allez-vous? Bonsoir David Abbassi, bonsoir tout le monde aussi également. Bonsoir Manu qui m'a précédé. Et oui, j'étais ravie de vous retrouver hier soir dans le métro. On s'est rencontrés hier soir et c'était vraiment un plaisir. Pour moi aussi, j'étais ravi de vous rencontrer, vraiment, j'étais ravi. Alors, ça va, vous allez bien, la vie est belle? Oui, ça va, voilà, oui, ça va. Je me suis dit, je ne vais pas rester trop longtemps parce que là, je suis de permanence sur lequel au travail. Et là, ce matin, je me lève à 7h15. Par conséquent, je n'ai pas tardé à me coucher parce que le réveil va être difficile. Mais bon, demain, je suis en vacances, donc ça va. Je ne suis pas encore partie en vacances. Je vais encore partir un petit peu en vacances là, après. D'accord. Parce que nous faisons un roulement. Donc oui. Là, c'est ma collègue qui revient. Puis là, je pars en vacances quand même. Alors, bonnes vacances, cher ami, et je vous dis à très très bientôt. David Abbassi, puis vraiment, ça a été vraiment un plaisir parce que je garde un très bon souvenir. D'ailleurs, vous faisiez partie des animateurs préférés que j'avais à la radio. Bon, quand je vous l'ai dit hier, c'est parce que je l'écoute beaucoup moins. Maintenant, vous êtes revenu, je vous écoute. Et j'écoute vraiment un peu moins la radio par rapport à avant. Mais j'apprécie beaucoup vos interventions. Merci, cher. Je ne couchais pas avec vous. Merci beaucoup, merci. Et puis, ça, c'était assez costaud. Hein. Je garde des très beaux souvenirs. En tout cas, je suis ravie que vous soyez revenu là. Bon, vous m'avez dit, ça fait pas mal de temps, là, 2-3 mois. 3-4 mois, vous êtes revenu, c'est ça? Oui, c'est depuis le mois de mars, mai. Au mois de mars, oui, parce que je vous avais déjà écouté à quelques reprises. Oui. Mais pour moi, souvent, là, ces derniers temps, j'étais souvent de permanence les week-ends. Ouais. Donc, c'est vrai que, après, pour écouter jusqu'à la fin, c'est un peu difficile pour le matin, quoi. C'est vrai. Donc, c'est vrai. en tout cas, moi, j'étais vraiment ravie de vous avoir rencontré hier. Et puis, je me permettrai d'appeler un peu plus tard. Avec grand plaisir. Merci, ma chère. Merci. Merci. Je vous souhaite une très bonne nuit à vous tous. Merci. Bon courage. Les auditeurs. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne nuit, à bientôt. Bonne nuit, au revoir. Je rappellerai un peu plus tard. Ok, bonsoir. Voilà. Au revoir. Désolé, parce que là, je me lève à 7h15, donc je peux vraiment pas rester. D'accord. Je ne vais pas me réveiller, je n'ai pas fumé de mal. Ok. Donc là, je vais essayer de dormir quand même. Bon courage. Voilà. Au revoir. Très bonne soirée, monsieur David Abbassi. À bientôt. Merci, bonsoir, au revoir. Voilà, on vient de parler de cette charmante dame et elle vient de nous appeler. Toutes mes salutations pour toutes les dames, pour tous les messieurs qui nous écoutent. Vous êtes sur votre antenne radio ici maintenant sur 95 FM et vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20.
Juste au départ de mon émission ce soir, j'ai eu le plaisir de parler avec Nathalie Kosciusko-Morizet pendant quelques minutes. C'était très intéressant ses propos et les propositions qu'il a fait. Si elles ne répondent pas correctement à la question précise des banques, David, le procès, c'est autre chose, il faut le comprendre. Aller à la rencontre des banques en France, surtout pour les femmes et les hommes politiques, ce n'est pas facile. Parce que vous savez tous, je me rappelle, j'ai parlé avec un avocat un jour en disant que j'ai un ami qui a des problèmes avec telle banque. Il disait, oh, j'ai mon compte chez cette banque. Et là, je ne peux pas. Je dis, écoute, tu es client chez cette banque, ton métier, c'est l'avocat. Et il faut aller le défendre, cette personne. C'est-à-dire, le peur, quand il existe, malheureusement, c'est autre chose. Mais de toute façon, vous êtes très très nombreux de me demander, plusieurs personnes, de rediffuser cet entretien avec Nathalie Kosciusko-Morizet pour ce moment-là de mon émission, si vous permettez, puisqu'il n'y a que 15 minutes, moins de 15 minutes. Pour les gens qui n'ont pas écouté au juste départ de notre émission, c'est très intéressant. Voilà, c'est la question que David Abbassi pose à Nathalie Kosciusko-Morizet et la réponse après, c'est mon invité de ce soir. On va réécouter, mes chers amis. Aucun mouvement, Madame. Pays terroriste non plus, ne peut pas exister sans financement. Nous savons très très bien que tous les mouvements et pays terroristes qui menacent la civilisation judéo-chrétienne sont financés par pétrodollars. Pétrole, c'est-à-dire pétrole des pays musulmans. Dollar, ça veut dire les banques. Les banques, Nathalie, les banques, surtout dans les 3, 4, 5 dernières années, ils étaient condamnés sans passer devant la justice de payer plusieurs milliards de dollars des amendes aux Américains puisqu'ils ont blanchi leur argent de terroristes. 7 pays terroristes étaient dans le coup. Panama Papers, on ne parle plus. Des pays terroristes qui financent des structures d'Israël et financent des terroristes internationaux dans cette histoire de Panama Papers. Tout le monde a oublié. Au Sénat, plusieurs sénateurs ont voulu faire quelque chose, c'était étouffé. Vous, chère Nathalie, comme candidat, comme femme politique, quel projet avez-vous pour combattre la dictature des banques et l'argent sale? Moi, il y a un terme qui n'est pas beaucoup utilisé en politique en ce moment, qui est le terme naïveté. Vous avez beaucoup de politiques qui disent on a été longtemps naïf vis-à-vis de... moi, je crois qu'il n'y a pas eu de naïveté, mais il y a eu d'une certaine manière une forme de complaisance. C'est-à-dire que ça fait des années, mais de longues années, que vis-à-vis de certains pays, on n'est pas assez exigeant, et vis-à-vis, parce que ça va ensemble, en effet, de certaines institutions. Et la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de réussir non seulement à le dire, ce qui n'est pas évident, parce que ça veut dire se mettre en rupture avec certaines politiques qui ont été menées, mais de réussir aussi à le pratiquer. La seule bonne nouvelle, c'est ce sentiment partagé maintenant que la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre mondiale. Les problèmes que vous avez soulevés, on aurait pu proposer d'autres en termes d'équilibres régionaux, de disputes vis-à-vis de grands pays au Moyen-Orient, ne peuvent trouver de solution que dans un cadre global. Ce n'est pas en changeant la politique de la France qu'on trouvera une solution au problème de l'éthique des banques ou de l'ambiguïté qu'on peut avoir nous-mêmes sur certains états du point. Ça se fait collectivement, si vous voulez, concrètement. On l'a bien vu d'ailleurs sur la série, quand la France décide de faire tout seul un truc dans le coin, il ne se passe pas grand-chose quand même. Donc la bonne nouvelle, c'est ce sentiment, je crois, qui commence à s'installer, une communauté de destin dans la lutte contre le terrorisme. Les Américains nous ont beaucoup reproché, après le 11 septembre, de ne pas avoir senti en fait quelle était leur situation, quel était leur mouvement, ils ont eu l'impression, vous vous souvenez, ils avaient un sentiment de trahison, ils ont eu l'impression que la France ne comprenait pas en fait ce qui se passait chez eux. Nous, on aurait pu avoir ce sentiment à un certain moment, et en même temps, le problème est tellement mondial que c'est pas ça qui est en train de se passer.
il y a une vraie solidarité. Je fais juste une incidence, ça me frappe notamment dans la relation des Français vis-à-vis de l'État d'Israël. Pendant longtemps, c'était compliqué aux Français de parler aux Français, de faire dans la discussion avec les Français, dans la discussion politique sur les questions de sécurité, référence à ce qui se passait dans l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que les gens avaient l'impression que c'était très très différent, très spécial, et d'ailleurs ils ne voulaient pas que ce soit du tout pareil, ils n'avaient pas envie de cette référence-là. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, quand vous faites référence, par exemple, avec les techniques de renseignement qui sont mises en œuvre dans l'État d'Israël pour croiser des techniques technologiques et des techniques de renseignement de terrain, vous avez une écoute attentive, vous avez un intérêt et vous n'avez pas de rejet. C'est-à-dire que les gens ne trouvent pas la comparaison absurde et ils ne se sentent pas menacés par le fait qu'on les compare avec un pays qui perçoit en situation de risque. Eh bien, d'une certaine manière, c'est pas de chance, ça veut dire que ça témoigne de la fragilité de la France aujourd'hui, de l'évolution du terrorisme, mais c'est une chance au sens où ça ouvre des perspectives de nouvelles coopérations. Merci de pas vous laisser passer. En revanche, le choix d'une politique migratoire au niveau européen. Et voilà un truc, il parlera aux Européens, plutôt que de voir une image terrible de ce qui se passe sur nos côtes, et de tous ces malheureux qui s'échouent et qui meurent en mer, et de l'Europe qui donne le sentiment d'être impuissante. Une vraie politique commune migratoire, ce sera à la fois le seul moyen d'être efficace en matière de politique migratoire, et d'une certaine manière, ça pourra donner de la fierté. Et sur la lutte contre le terrorisme, justement, ça m'a frappé au moment de la fête Salah Abdeslam. Vous savez, ces gens-là n'attaquent pas un pays. Ils attaquent un continent, ils attaquent une civilisation. D'ailleurs, là-dessus, c'est parce qu'ils n'avaient pas pu réutiliser à Paris qu'ils sont allés faire leur coup à Bruxelles. Et d'ailleurs, ils n'ont pas fait n'importe où. Ils ont fait un métro qui est proche des institutions européennes. Donc, dans leur tête, ils attaquent un coup. Mais nous, on défend pays par pays. On se retrouve même en termes de procédure judiciaire. Il n'y a pas de parquet européen, il n'y a pas de procédure unique de lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas de procédure unifiée. Donc, on se retrouve avec la procédure belge, la procédure française. Évidemment, on échange de l'information. Mais enfin, on est quand même très très loin du compte, alors que eux-mêmes circulent comme ils veulent à l'intérieur de l'Europe. Voilà deux sujets sur lesquels il y a une forte attente de la population et je pense que l'Europe se rendrait aimable si elle offrait un visage de l'efficacité sur ces deux sujets-là. J'aimerais que vous nous racontiez votre rendez-vous avec le Premier ministre, Manuel Valls, très rapidement, c'est pas avec le projet de loi, je pense que tout le monde a lu. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut pratiquer un exercice républicain et démocratique avec ce qu'on considère encore l'autre camp, même si on a tous bien compris, après l'année qu'on vient de vivre, que tout ça était assez obsolète et que les choses étaient beaucoup plus complexes qu'être de droite ou être de gauche. D'ailleurs, vous êtes de droite et de gauche, comme Emmanuel Macron, qui était ni de droite ni de gauche, qui était de droite et de gauche. Ils ont été confrontés à des problèmes de radicalisation au niveau local, comme élu local. Donc, j'ai toujours entendu l'oreille attentive à ce qu'il disait sur le sujet, parce qu'il a été à Évry, c'est une ville où il a été, et ça se sent, je trouve, dans son discours, parce qu'il attaque avec sensibilité sur ces questions-là. Bon, et au mois de juillet, j'ai posé une question au gouvernement, à lui, sur cette proposition que je porte, de mettre hors la loi le salafisme comme idéologie, pour pouvoir activer un certain nombre de choses, comme la loi 2004 sur l'économie numérique, donc déclarer manifestement illicite les contenus sur Internet et les faire interdire. Voilà, pas aujourd'hui. Non, c'est pas qu'aujourd'hui. Pour activer un certain nombre de choses, pour aller en quelque sorte à la racine du problème. Et on va poser des questions. J'avais posé cette question au gouvernement, et dans la réponse de Manuel Valls, j'ai senti qu'il y avait comme une ouverture. C'est-à-dire que dans sa réponse, toute la première partie de la réponse était sur je pense que c'est une idéologie dangereuse, j'ai toujours été très mobilisé sur cette question, etc. Ce qui correspond d'ailleurs à ces déclarations. Bon, et puis à la fin de la réponse, c'est un peu en queue de poisson. Voilà, mais oui, peut-être, il n'y avait pas vraiment de fin. Et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai à la suite de ça fait deux choses. D'abord, je lui ai fait une lettre pour lui rappeler en fait toutes les propositions que j'avais faites sur ce sujet, lui demander ce rendez-vous, lui demander d'en parler ensemble. Et en parallèle, j'ai fait mener un travail juridique
pour pouvoir donner corps à la proposition, mais donner une forme juridique qui ne serait pas susceptible d'être toquée ou quoi. Et donc voilà, je suis allée voir pour lui parler de ça. Moi je pense qu'il y a des sujets qui méritent qu'on dépasse les clivages. C'est pas nouveau comme démarche de ma part, au sens où ça m'est arrivé déjà sur d'autres sujets de chercher l'accord le plus large possible. Quand j'étais jeune député, en 2004, j'étais le rapporteur de la Charte constitutionnelle de l'environnement. J'ai essayé de la faire voter à l'unanimité. J'ai pas réussi, mais j'ai réussi quelque chose, c'était que le Parti socialiste avait donné une consigne de vote contre. Et d'abord, un certain nombre de collègues socialistes ont quand même voté pour au Congrès, ce qui était courageux de leur part, parce qu'en plus au PS, ils ne veulent pas être consignés à faire un vote. Et j'ai fait la même chose pour le Grenelle de l'environnement. La loi Grenelle 1 a été votée à la quasi-unanimité. Donc voilà, il y a des sujets sur lesquels je pense que ça vaut le coup de dépasser les clivages. Sur lesquels je pense d'ailleurs que les clivages ne sont pas essentiellement partisans, et il me semblait que cette proposition de loi que je portais était de cette nature-là et méritait donc une initiative. La loi de 1905, la loi sur la laïcité, mais la loi de 1905 est quelque chose de très fondamental aujourd'hui dans la société politique. Et donc j'ai développé plutôt des propositions qui visent à trouver des solutions à nos problèmes du moment sans toucher à la loi de 1905. Voilà, si on devait tout réécrire aujourd'hui, si la France était une page blanche, la loi de 1905, on n'écrirait pas de cette manière-là. Mais l'histoire politique française n'est pas une page blanche, la loi de 1905 est assez fondatrice de notre histoire politique, et donc moi j'ai plutôt travaillé avec des juristes, avec des associations, avec des experts, pour porter sur la question de l'émergence d'un islam de France des propositions qui soient compatibles avec la loi de 1905. C'est le sens, par exemple, de la proposition que j'ai faite d'une redevance sur le halal. On a aujourd'hui un problème de financement du culte musulman. Si vous voulez, tous les ministres de l'Intérieur, de droite et de gauche, expliquent qu'il faut faire émerger un islam de France. Et tous les ministres de l'Intérieur se retrouvent à négocier avec les pays du Maghreb, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie, les conditions d'exercice de l'islam en France. Et que ce soit sur des motifs financiers ou sur des questions comme les imams à l'occasion du Ramadan, il y a plein de sujets. Donc, et c'est vraiment, c'est pas un sujet partisan. À droite, à gauche, c'est pareil. Le ministre de l'Intérieur, pourquoi? Parce que c'est le ministre du culte. Et tous, ils ont ce discours sur l'islam de France, et tous, ils se retrouvent devant un mur. Et le mur, il va pourquoi? Notamment pour des raisons financières. Parce que, comme il n'y a pas de moyens autonomes pour développer l'islam de France, il y a un moment où il y a des réalités qui font que les financements viennent de là-bas. Je crois que la solution, on ne la trouvera pas si on ne laisse pas des moyens autonomes pour l'islam de France. Et à partir de là, vous n'avez que deux solutions, selon moi. Soit, parce que les fidèles, tout ça ne suffit pas, le mécénat, on a essayé, ça ne suffit pas. Donc vous n'avez que deux solutions. Soit vous faites du financement d'État, et ça nécessite de revenir sur la loi de 1905. Soit vous donnez à la communauté musulmane les moyens de trouver son propre financement. C'est cette idée de redevance sur le halal, une redevance à faire prélever sur toute l'alimentation, pas seulement sur la viande d'ailleurs, sur toute l'alimentation qui se déclare halal. Ça permet d'avoir une redevance très minimale de l'ordre de 1%. 1% sur un marché de 6 milliards par an, ça fait 6 milliards par an, ça fait 60 millions par an. Et là, vous avez des financements autonomes qui vous permettent véritablement de mettre en œuvre cette politique que vous clamez par ailleurs et à laquelle aujourd'hui vous ne donnez pas de moyens. C'est le problème de la loi de 1905. Donc techniquement, il faut que ce soit une redevance, et qu'il y ait une redevance, c'est tout à fait légal pour faire comprendre le service étant la certification halal, le label halal. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. C'était diffusé juste au départ de mon émission ce soir. C'est une rediffusion suite à votre demande. Et vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM, mes chers amis. Et vous avez la parole. Vous pouvez nous appeler.
Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors demain, c'est le dimanche, ça a commencé déjà, c'est dimanche qui a déjà commencé depuis 1h33 minutes. Vous savez, à Paris, jusqu'à 18h, vous ne pouvez pas rouler en voiture. Voilà, c'est interdit demain, jusqu'à 18h. Mes chers amis, nous avons parlé sur les banques. Vous avez eu l'occasion de parler sur notre antenne, de vous exprimer. Et les banques, une partie des banques, c'est-à-dire, c'est vrai que toutes les banques ne sont pas pareilles, et toutes les banques non plus ne posent pas de problème pour les usagers, une partie des banques. Alors, si vous avez des témoignages, vous voulez nous dire, avec plaisir, vous pouvez nous appeler. Allô, bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Bonsoir Philippe. Voilà, donc bonsoir. Je voulais vous remercier pour votre émission. C'est toujours intéressant d'avoir des gens intelligents qui font des émissions intelligentes, qui ont beaucoup de culture. En fait, moi j'avais deux questions. La première sur une observation sur Nathalie Kosciusko-Morizet. Je pense que c'est quelqu'un qui est du système. Vous êtes gentil, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, Philippe. Merci, Philippe. Oui, je dis que Nathalie Kosciusko-Morizet, elle ne dit pas forcément grand-chose de nouveau, quoi. Et puis, résoudre tous les problèmes par des taxes, c'est pas vraiment très, très original, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... En fait, le problème, à mon avis, en France, ça serait aussi plutôt de savoir quelle est la place de l'islam en France. Est-ce qu'on veut encourager cette religion ou est-ce qu'on veut l'édulcorer, quoi? C'est-à-dire, donc ça, c'est plutôt là le problème. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est... à la base, l'Iran, qui est vraiment un très très grand pays, la Perse, on sait très bien que c'est un pays de gens extrêmement intelligents et un très très grand pays. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça a une chance de se désislamiser? Puisque l'islam est venu par les conquêtes arabes. Est-ce que ce pays, qui à la base était zoroastrien et qui a quand même plus de connexion avec l'Inde qu'avec l'Arabie, est-ce que vous pensez qu'un jour, ça pourrait soit vraiment être totalement laïque, soit être totalement désislamisé, quoi? Merci, cher Philippe. Question très intéressante. Vous savez, Philippe, vous êtes à Paris, en France. Je vous invite de poser cette question à partir de demain à n'importe quel Perse iranien que vous rencontrez ici. Posez la question, est-ce que tu es musulman et comment tu t'appelles? Vous allez voir que la majorité, c'est-à-dire je suis sûr et certain qu'il y a plus de 60%, plus de 70%, ils vont vous dire qu'ils ne sont plus musulmans. Ils sont zoroastriens. Quand vous imposez, quand vous reposez la question, et deuxièmement, vous demandez comment vous appelez-vous. L'individu, si dans la carte d'identité il a un nom musulman, il va vous donner un nom
perse, encore la majorité du peuple iranien. Et dans le pays aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire actuellement, c'est le peuple iranien, c'est une réponse encore à Manu et tout ce qu'on a fait depuis 40 ans. Le peuple iranien, en majorité, ils ne sont plus musulmans, ils sont fiers de dire ça. Et vous pouvez constater, pour la plupart des réfugiés iraniens qui sont réfugiés politiques quand ils sortent d'Iran, que si vous faites une enquête auprès de France Terre d'Asile ou d'autres pays, vous pouvez constater que quand ils sortent d'Iran, ils ne sont plus musulmans, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils acceptent le christianisme ou Baha'i, et c'est un autre religion iranienne, ou zoroastrienne, pour le zoroastrien. Pour le zoroastrien, puisque nous, on n'a pas donné des attestations de certificats pour les gens qui vont obtenir des statuts de réfugiés politiques, ils sont, mais dans le papier peut-être non, mais la majorité des peuples sont comme ça. De l'autre côté, Philippe, vous pouvez constater, si vous suivez les informations des pays arabo-musulmans, qu'actuellement, une guerre qui a commencé entre l'Arabie saoudite et l'Iran, cette guerre, ça commence comme ça. Comme quoi, le peuple iranien ne sont pas musulmans. C'est-à-dire les Saoudiens, même le Daesh, quand ils massacrent les Yazidines, ce sont des Iraniens, zoroastriens. Et quand ils massacrent les Kurdes sont d'origine iranienne, et pour la plupart, c'est zoroastriens, ils sont zoroastriens. Pour la plupart des sectes de soufistes, derviches, tous ces gens-là, ce sont des branches zoroastriennes au nom de l'islam. Ils sont en train d'être massacrés en Syrie, en Irak, par le Daesh, par le biais de l'argent de pouvoirs musulmans, qui sont saoudiens, turcs ou Qatar. Ils sont en train d'être massacrés, et même le monde musulman, eux-mêmes, ils disent qu'ils ne sont pas musulmans. Et ça, c'est déjà la première question concernant l'Iran, c'est-à-dire en Iran, seulement c'est le pouvoir qui est musulman, un pouvoir, peut-être 70-80 millions d'habitants en Iran, un pouvoir qui est 5-6 millions de personnes avec les gens qui tiennent l'arme à la main. De l'autre côté, concernant la France, Philippe, je crois que c'est moi qui je dois vous poser la question. Est-ce que les hommes politiques en France, ils essayent de contrôler l'islam de France ou vraiment donner une place à l'islam de France? Vous, que vous êtes ici, comment vous constatez ça? Quelle est votre idée? Que pensez-vous à ce sujet? Moi, je pense que ça n'a aucune solution, ce problème, parce que déjà en France, il y a des musulmans qui viennent de tous les pays, il y a des Turcs, il y a des Algériens, il y a des Marocains, il y a de tout, et donc il n'y a pas un islam, mais il y a des islams. Et deuxièmement, moi je pense que la seule solution, c'est que ça se laïcise totalement, c'est-à-dire que comme les catholiques, par exemple, on va dire qu'il y ait peut-être une référence, mais pas plus, quoi. Et moi je trouve que c'est extrêmement dangereux de donner des subsides ou d'encourager l'islam en France, parce que de toute façon, pour moi, l'islam n'est pas compatible avec, on va dire, avec la République française, quoi. C'est pas du tout compatible. L'islam, c'est un système à la fois temporel et spirituel qui mêle les deux côtés. Et nous, en France, ça fait plus de 150 ans où on a laissé tout ce côté religieux de côté, quoi. Voilà. Donc je suis pas vraiment on va dire optimiste pour la suite, et je suis quand même vraiment étonné que ça ne soit que l'islam qui fasse parler de lui, alors que par exemple on n'entend jamais parler des bouddhistes, on n'entend pas parler des shintoïstes, on n'entend pas parler des autres religions, et voilà, donc je sais pas, je pense qu'on est quand même je pense qu'on est quand même mal fichu, quoi. Je vois pas trop bien comment on peut se sortir, et à mon avis c'est une extrêmement mauvaise solution que d'encourager l'islam en France, quoi, parce que ce n'est pas la religion. C'est pas possible, quoi. Voilà, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Donc,
à moins de faire des communautés par la suite, je vois pas très bien comment ça peut cohabiter. Bon, ça ne m'engage que moi, bien sûr. Oui, Karim. Ah, Philippe, écoutez, on va écouter Karim. Je crois que Karim va vous répondre. Bonjour, Karim. Bonjour, alors non, c'est pas Karim, c'est Kevin. Ah, Kevin, excuse-moi, Kevin. Toutes mes excuses. Voilà, il n'y a pas de problème. On vous écoute, moi, Kevin. J'appelle parce que j'écoutais ce qu'il disait et donc par rapport à la question de l'islam en France, en fait c'est bien le problème. Je vois pas pourquoi il faut qu'il y ait une question de l'islam en France en fait. Je suis pas du tout d'accord avec le monsieur qui disait que ça pourrait nuire à la République ou à des choses comme ça. Parce que en fait, je pense que la base de tout, c'est quand même de se dire qu'on est quand même libre chacun de penser comme on le veut et en fait, même si je suis pas croyant et que j'inciterai jamais mes enfants à l'être, je pense que les gens qui sont dans la croyance, dans la foi, qu'elle soit chrétienne ou islamique, je pense qu'elle est bonne, elle est vertueuse. Donc voilà. Je pense que le seul problème, le vrai problème, c'est juste le fait qu'on essaye de diaboliser cette religion. Après voilà, on pourrait, si on s'acharnait sur le christianisme, sur la chrétienté, on pourrait arriver aux mêmes choses. Hein. Je pense que c'est d'abord à l'islam et aux musulmans de faire le tri, enfin pas le tri, mais de réussir à écarter justement cet islamisme radical. D'ailleurs, je déteste ce mot-là parce que bon, dans l'islamisme radical, il y a quand même l'islam. Et si on veut éviter de faire l'amalgame, déjà on commence par éviter d'employer des mots qui concernent ces gens-là en rapport avec l'islam. Mais voilà, je pense que tout croyant à sa place et toute croyance à sa place. Même le bouddhisme, l'hindouisme, enfin je veux dire, ça me dérange pas moi. Chacun pense exactement comme il le veut. Enfin je veux dire, si j'aime prier les carottes, j'aimerais pas qu'on me dise que j'ai pas le droit de le faire parce que ça correspond pas à la République, quoi. Après je suis d'accord sur le fait que c'est mal géré, c'est mal médiatisé, c'est mal, mais bon c'est pas de la faute de l'islam, quoi. Et pourtant j'aurais pas tenu ce discours-là il y a 5 ans ou 10 ans. Hein. Je veux dire, il y a 5 ans, vous m'aurez posé la même question, je vous aurais dit oui, non, l'islam n'a rien à faire en France, etc. Et quelque part, je le pense encore un petit peu, mais en fait, non, il suffit d'ouvrir sa conscience, d'ouvrir son cœur, tout simplement, d'essayer de comprendre les autres en essayant de se dire qu'ils vont nous comprendre aussi, quoi. Après voilà, je pense qu'on en fait trop sur cette question-là, quoi. Je pense que s'ils ont envie de croire, ils croient dans leur coin, et puis voilà, quoi. Chacun fait sa vie, quoi. Mais voilà, le gouvernement et les médias en ont décidé autrement. Donc aujourd'hui, la question se pose. Voilà. Une question, Kevin. À ton avis, alors, c'est-à-dire, tu viens de dire que tu n'es pas d'accord avec l'utilisation de l'islam, le mot islam radical, islam djihadiste. Tu n'es pas d'accord avec ça? Ah non, pas du tout, non. Alors, tu sais que ça, c'était utilisé plusieurs fois en permanence par le Premier ministre de l'État français, Manuel Valls. C'est-à-dire, tu n'es pas d'accord avec l'État français à ce sujet? Non, mais vraiment complètement pas d'accord, quoi. Et c'est vraiment un sujet dont personne ne parle. Mais quand j'entends nos politiciens, nos médias qui passent leur temps à nous demander de pas faire l'amalgame entre les musulmans et les islamistes radicaux, j'ai envie de leur dire, bah oui, mais dans ce cas-là, trouvez un autre terme, faites autre chose, parlez différemment, mais ne collez plus ce mot islam à ces gens-là. Qu'il faut pas faire l'amalgame. Enfin, je sais pas, ça me paraît quelque chose de quand même accessible à tout le monde comme compréhension, non?
Mais ils font tout ça au nom de l'islam. Daesh, Al-Qaïda, Djihad islamique, Hezbollah, tous ces mouvements-là, pardon, tu permets, tous ces mouvements-là, tout ce qu'ils font, c'est au nom de l'islam. Ils utilisent le verset du Coran, ils utilisent la justificative coranique pour couper la tête, pour massacrer, tout ça. C'est-à-dire, ce sont eux qui utilisent l'islam, le groupe terroriste. Oui, Kevin, mais je vous écoute. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent l'islam et qui ont la foi dans nos pays et qui justement veulent dénoncent ces gens-là et disent voilà, ces gens-là ce ne sont pas des islamistes, et voilà, je suis assez d'accord avec eux. On peut pas au nom d'une confession décapiter des gens. Donc à partir de là, ils ont beau se proclamer de l'islam, ça c'est leur problème. Après c'est à nous dans notre pays de faire les démarches nécessaires pour éviter l'amalgame justement. Et je pense que dire de ces gens-là que ce sont des islamistes, je suis pas d'accord, quoi. Ce sont pas des islamistes, ce sont des barbares, ils ne sont même pas, en fait, j'ai envie de vous dire. Est-ce que, Kevin, tu connais la langue arabe? Pas du tout. D'accord. Alors, si tu permets, ce que j'avais dit il y a déjà quelque temps à notre ami Farid, tu parles comme un professeur à l'université, comme un juge, comme un président de tribunal, sans connaître le sujet. Pour pouvoir dire que ces gens-là sont islamistes ou non, djihadistes ou non, avant tout, il faut parler arabe. Et deuxièmement, il faut aller lire le Coran pour voir si c'est propos que ces gens-là ils tiennent depuis des siècles pour massacrer les gens, est-ce que tous ces propos-là existent dans le Coran et dans l'islam, oui ou non? C'est déjà la question que je t'invite, Kevin, d'aller le chercher avant de juger. Mais une autre question que je vais te poser, s'il te plaît. Est-ce que l'islam est visible? Est-ce que tu le vois, l'islam? Comment ça? Est-ce que je le vois dans ma vie de tous les jours? Non, écoute. Ce n'est pas une question philosophique, n'importe quoi, c'est une question réelle. Toi, tu t'appelles Kevin. Si tu es en face de moi, moi je te vois, tu me vois. Nous sommes visibles. Ouais. Mais l'islam, est-ce qu'il est visible? Il est touchable? On peut le toucher, on peut le visionner? Non, la question est, non. La réponse est non, mon cher Kevin, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça, moi, ce que j'avais dit depuis des années, je l'ai dit encore, je l'insiste, et je vous invite, si vous êtes d'accord, de répéter ça. Les musulmans sont innocents, les musulmans sont très gentils, les musulmans sont des êtres humains comme les autres. Le problème, c'est l'idéologie islamique. L'idéologie islamique, on ne le voit pas. Mais ça, c'est l'interprétation de n'importe quel assassin, n'importe quel criminel, n'importe quel terroriste qui prend l'islam et le verset du Coran et il massacre les gens. C'est un criminel et il a pris une idéologie qui est détestée, idéologie. Je parle d'idéologie, je ne parle pas de la croyance, de la foi. De la foi, l'homme sans foi ne peut pas exister. Mais l'idéologie, c'est comme idéologie, n'importe quelle idéologie, qu'il soit idéologie nazie ou idéologie marxiste, communiste, ou je ne sais pas. Idéologie qui fabrique utopia et des idées, et après se permet d'éliminer les autres, c'est ça qui est grave. Pour ça, les musulmans, pour défendre les musulmans, il faut déjà, s'il te plaît, Kevin, à mon avis, après vous me dites si vous êtes d'accord ou non. Après, nous avons Philippe Poussier, on va voir s'il est d'accord ou non. À mon avis, il faut défendre avant tout les musulmans. Il ne faut pas aller défendre quelque chose que vous ne pouvez pas toucher, que vous ne pouvez pas viser, que vous ne pouvez pas le voir, que vous ne le connaissez pas. C'est l'islam. Qu'il soit politique ou pas politique, qu'il soit intégriste ou pas, c'est cette idéologie que vous ne le connaissez pas, puisque vous ne connaissez pas arabe, vous ne le connaissez pas, puisque vous ne connaissez pas le Coran, vous ne le touchez pas, parce que vous ne savez pas c'est quoi. Ce n'est pas visible. Le Dieu, de temps en temps, on peut voir les symboles de Dieu, mais même le Dieu, on ne peut pas le voir, etc. Mais l'idéologie, encore pire. Pour ça, pour défendre, avant tout, il faut défendre l'individu, il faut défendre le musulman. Il ne faut pas dire que quelqu'un, s'il est musulman, alors il est criminel, ou il est djihadiste, ou non.
Déjà, il faut défendre les musulmans. Les musulmans, par contre, ils sont très gentils, très humains, ils rendent service. Mais ce qui est dangereux, ce qui fabrique un criminel qui sort de prison, il devient terroriste musulman, djihadiste musulman, intégriste musulman, radicaliste musulman. Ça, c'est l'idéologie qu'il a fait ça. Et moi, depuis toujours, j'avais dit que cette idéologie, elle est au service de pétrodollar. Pétrodollar, il fabrique ça pour vendre le dollar moins cher, plus cher, patati patata. Et c'est des pigeons. C'est des pigeons. C'est ça. Reste avec nous. On va voir. Écoutez encore quelques minutes Philippe, et encore je vous donnerai la parole, Kevin. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, moi je suis relativement d'accord avec vous. Bon, moi simplement... Philippe, seulement si vous pouvez parler un peu plus fort. Oui, merci. Je disais que j'étais d'accord avec vous, je pense, et bon, moi j'ai été plusieurs fois dans un pays qui est la Turquie, et on m'a bien expliqué que Atatürk avait justement... mis l'islam de côté pour refonder le pays. Il y a aussi d'autres grands dirigeants, comme le dirigeant de Tunisie, Bourguiba, qui lui aussi avait mis l'islam de côté. Donc moi je trouve ça complètement absurde de vouloir encourager l'islam en France, alors que finalement d'autres pays qui ont déjà des siècles et des siècles et des siècles avec cette religion se sont rendus compte que cette religion, comme vous dites, cette idéologie n'est pas compatible avec un État moderne. Voilà. Donc c'est ce que j'ai à dire. Mais moi, j'ai absolument rien contre les musulmans, bien entendu. Voilà, bien sûr. C'est ça qui est actuellement, dès maintenant, c'est-à-dire c'est une mission pour les musulmans et pour tous les êtres humains. On n'est pas contre l'individu. On n'est pas, par contre, encore je répète, c'est la 5e fois que je répète, le musulman c'est très gentil, très humain. Il suffit d'aller dans le marché un jour et quand vous faites une course, vous achetez quelque chose, ça fait 11 €, la personne, vous sortez 10 €, il les prend pour rendre service aux gens, pour je ne sais pas quoi, pour charité, patati patata. Ça c'est l'individu, il est gentil, il est bien. Mais n'oubliez pas, tous les criminels, assassins, voleurs qui sortent de prison, ils deviennent musulmans, islamistes, djihadistes, intégristes, ce sont des bijoux, ce sont des cibles repêchées par le grand pouvoir politique du quartier musulman, c'est-à-dire que ce soit Turquie, Arabie Saoudite, je ne sais pas qui. À l'époque, c'était Palestine. Chaque pays musulman, Kevin, je ne sais pas quel âge avez-vous, Kevin, mais par exemple, dans les années 70, au lieu que ce soit Al-Qaïda ou qu'il soit Daesh, c'était Palestine. Chaque pays musulman, il avait son mouvement palestinien, Arabie Saoudite, Irak, Syrie, Libye, Soudan. Chaque pays, il avait un petit mouvement palestinien terroriste qu'il finançait pour faire des bordels. Après, on disait c'est des Palestiniens. Après, maintenant que l'histoire de Palestine est en train de se terminer, ils ont créé ça. Et ça, ce n'est pas pour l'islam, ou par contre, ils utilisent contre l'islam. C'est-à-dire l'individu. Mais autre chose qui est très importante, dans l'idéologie musulmane, dans l'idéologie de l'islam, il y a certains versets, certaines choses qui le prennent. Alors ici aussi, c'est le travail des clergés, le travail des chefs de religion. Et en France, il était déjà programmé. Chef Vetman, il voulait faire ça. C'est son travail. C'était programmé depuis Jospin. À ce jour, personne n'a pas eu le courage de le faire. Ici, après, on va parler sur l'annulation d'une partie de versets du Coran. C'est-à-dire ça sera un travail que vous allez voir dans les années qui viennent. On va parler, c'est-à-dire pour réunir le culte musulman, pour créer l'islam de France. C'est l'étape suivante qui va arriver. Une partie des versets du Coran qui est dangereux, qui est guerrier, qui concerne seulement la guerre du prophète d'islam, il va être oublié par les représentants musulmans, c'est-à-dire représentants de musulmans qui sont en train d'être organisés, ils ne sont pas encore organisés. Ça prendra du temps. Ils vont annuler ça. Alors, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais vous quitter dans 3 minutes. Je vais vous donner la parole à cher Kevin pour conclure. Kevin, vous êtes là? Oui. On vous écoute, Kevin. Oui, alors c'est super intéressant ce que vous dites. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas le temps pour s'intéresser à vraiment tout ce qu'on voudrait s'intéresser.
j'ai jamais lu le Coran, j'aimerais bien le lire, bien que j'aimerais pouvoir lire un Coran qui se rapproche le plus possible de la pensée, de la vraie pensée, enfin comment dire, je sais pas exactement comment m'exprimer, mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais vraiment comprendre les messages qu'il y a dans le Coran, pas pour essayer de les assimiler, mais plus pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut en venir à décrypter des choses qui demandent de couper des têtes, quoi. Enfin, je veux dire, et c'est là que je comprends pas, et c'est là où je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Je comprends pas qu'on puisse les appeler des islamistes. Voilà, et vous avez répondu à une question assez intéressante qui explique que voilà, on joue sur les mots, en fait, finalement, parce que finalement personne sait ce qu'est vraiment, enfin personne. Je veux dire, le français de base, je veux dire, il va pas savoir qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce qu'un musulman, qu'est-ce qu'un arabe, qu'est-ce qu'un kurde, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, merci. Merci Kevin. On n'a pas la définition des mots. Merci Kevin, je te remercie beaucoup. Reste avec nous dans les prochaines émissions. Je vais vous donner 30 secondes parce que je vous quitte dans 1 minute. 30 secondes pour Philippe pour conclure, s'il te plaît. Philippe, écoutez, dernier mot. Moi, je vous remercie, M. Abbassi, pour ces émissions qui sont toujours... on voit que vous avez beaucoup de culture, à la fois sur l'islam, sur l'Orient, et sur à la fois dans l'Orient et dans l'Occident. Et c'est vrai que voilà, moi, j'ai toujours un très très grand plaisir à vous écouter. Voilà, et puis je vais vous laisser. Merci mon cher, je vous embrasse. Merci Philippe, merci Kevin, merci toutes et tous qui étiez avec nous ce soir. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet, mon invité de ce soir. Restez à l'écoute de votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. David Abbassi est responsable de son émission, de ses propos, pas la radio. Je ne suis pas la radio n'est pas David Abbassi. N'oubliez pas ça. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite bon week-end, bon dimanche, à le mois de prochain, fin de mois, dernier samedi de mois d'octobre, encore je serai avec vous. Je vous embrasse, merci, au revoir. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.